fois de plus, à tout lire s'invite chez vous. Et puis aujourd'hui, un portrait de femme, Virginie Pratt, auteure, qui nous a écrit un très joli livre. On parlera après dans le détail des illustrations. Ce titre, Virginie, c'est Les longs cheveux de Watiti. C'est ça. Bonjour Virginie. Bonjour. Un petit mot déjà pour nous expliquer comment s'est réalisé ce projet. Alors c'est un projet qui a commencé à naître il y a à peu près 10 ans. C'est un texte que j'ai proposé à Guy Vallard des Mers Australes. Et il a adoré le texte, mais il avait tellement d'autres projets qu'il m'a dit « on verra ». Et puis il a attendu gentiment dans un petit tiroir qu'on trouve surtout l'illustrateur qui allait pouvoir lui donner vie et lui donner aussi tout l'humour, tout le petit côté polynésien, etc. Ça n'a pas été évident. Et puis voilà, c'est il y a 1 an, on a rencontré le prince charmant de Watiti qui, avec son univers bien particulier, a réussi à donner vraiment vie au texte. Alors j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Guy et à Watiti, que je connais bien, puisque l'histoire parle aussi, même si c'est une enfant de la femme de Guy. Et pourquoi 10 ans 10 ans d'attente, parce que c'était déjà écrit, c'était dans un tiroir. Pourquoi on met autant de temps comme ça à écrire, à maturer un livre? Écoute, je crois que parce que les Mers Australes fourmille d'idées et en fait le temps que chaque projet mature, d'autres projets naissent, c'est vraiment comme une poupée russe, tu vois, une histoire en appelle une autre. Et puis c'était peut-être pas le moment. Et puis là, un jour, Guy m'a dit, je crois que là c'est bon, il cherchait aussi l'illustrateur. On fait appel à beaucoup d'illustrateurs métropolitains. Et le problème, c'est que sur les illustrations, ils t'envoient des illustrations avec des perroquets, des singes, donc il n'y a pas du tout à Tahiti. Donc à chaque fois, c'est « ah ben non, ça ne va pas le faire ». Et c'est toujours quand même… Et puis Guy cherche beaucoup aussi localement des illustrateurs jeunesse. Et là, il ne trouvait pas. Ou il avait d'autres projets déjà en cours avec des illustrateurs comme François Pommier, qui ne pouvaient pas faire le livre. Et ça a été lors d'un salon du livre il y a 2 ans, coup de cœur amical avec Laurent Cardon, qui est devenu du coup l'illustrateur jeunesse de Watiti. Le temps fait bien les choses et finalement, l'importance, on peut peut-être le préciser, vraiment de cette rencontre entre l'image et puis l'écriture, ça matche ou ça matche pas, hein. C'est exactement ça. Moi, en plus, Laurent Cardon est un illustrateur qui a quand même une grande expérience. Donc moi, je suis auteure débutante. Je me retrouvais illustrée par un grand. Et ça a été un super travail à 2, parce qu'en fait, moi, j'envoie le texte. C'est comme de l'argile, tu vois. Donc lui, il va le refaçonner un petit peu avec son ressenti, ses émotions. Et c'est vraiment un travail d'aller-retour. Il va me dire, ah là, je verrais plutôt ça. Est-ce que tu crois que tu peux rebouger le texte comme ça, ou on va faire comme ci, comme ça. Donc, parce que souvent, moi, j'ai déjà des idées, des images toutes faites, et lui, il a son univers qui colle pas forcément, tu vois, au mien. Donc, c'est vraiment un travail d'aller-retour, et on s'enrichit mutuellement. Et comme tu dis, c'est vraiment le texte prend une deuxième vie à travers l'illustration. Et c'est un langage, souvent d'ailleurs, c'est des histoires qui se lisent. Classiquement, le parent lit, et l'enfant est à côté, lui, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde l'image. Donc, tu as vraiment, tu vois, un dialogue texte-image qui est super important. Est-ce que les influences qui sont les tiennes, de ton parcours, parce qu'on pourra préciser tout à l'heure que tu viens du milieu de l'édition et tu as été éditrice toi-même à Paris, je crois, oui. Mais avant de parler de ça, ces influences que tu gardes en toi, tu les utilises encore aujourd'hui ou vraiment tu te refuses à ça et tu veux essayer de créer pour créer en partant dans des univers totalement nouveaux, quoi? Alors je crois que je reste très imprégnée de mes premiers pas dans le monde de l'édition jeunesse et puis surtout j'ai été bercée par des histoires de mon grand-père. On peut donner des titres, des noms. Ouais, et qui nous racontait à ses petits-enfants des histoires. Et donc, tu vois, toute cette magie-là, ces univers-là, je crois, m'ont accompagnée, se sont enrichis après d'émotions, de choses que tu as envie de partager. J'ai 4 enfants, donc là aussi, de devenir maman, tu t'enrichis. Et donc, je pense que tu fais jamais vraiment abstraction de ce qui était avant. Alors, comme je suis breton et un peu têtu, on peut donner des noms. Hein. Non, mais j'ai pas forcément non, parce qu'en plus, il inventait, tu vois. Justement, lui, il a des origines bretonnes et il s'inspirait des histoires du cheval sur la lande, de toutes ces histoires de marins. Mon père est marin aussi. Donc c'est le côté légende, le côté un peu imaginaire. Voilà. Et de tout ça, en fait, tu composes, ça t'enrichit. Et donc, ton récit s'imprègne de tout ça. Donc, et arrivé en Polynésie, tu découvres une autre culture, d'autres légendes, d'autres énergies.
Et puis pareil, ben, les mots viennent à toi, mais s'enrichissent, je pense, de tout ça, un peu comme un cameuiller. Un petit retour justement sur ton expérience parisienne. Pourquoi finalement tu es passé par un autre éditeur pour faire ce livre et pourquoi tu n'as pas décidé par toi-même, ayant cette expérience-là, d'éditer, de faire un travail complet? Parce que, en fait, cette histoire est née d'une rencontre avec les éditions des Mers Australes. Mers Australes, il y a Guy Vallard et sa femme Vatiti Vallard. Et c'est en débarquant en Polynésie, j'avais été frappée par la longueur et la beauté des cheveux des Polynésiennes. Surtout qu'à Paris, les femmes, il y a beaucoup de coupes courtes. Enfin, c'est pas du tout, le cheveu n'est pas travaillé de la même façon. Et ici, souvent, les cheveux sont rassemblés en un gros chignon, la fleur à l'oreille. Et j'avais été subjuguée, j'avais dit à Vatiti, un jour j'écrirai une histoire sur tes cheveux. Et je crois en plus que les cheveux, chez les Polynésiennes, le cheveu est sacré, il y a quelque chose de sacré. C'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai eu des retours de lecteurs, lectrices qui m'ont dit oh, « c'est ça, tu sais Virginie, parfois, je vois, j'ai des collègues, elles sont fioues de leurs longs cheveux. » Mais non, la grand-mère dit « ah non, non, tu coupes pas, c'est sacré. » Et de temps en temps, j'ai des collègues qui passent à là, qui arrivent avec un carré comme ça. Je dis « oh là là, qu'est-ce qu'elle a dit ta grand-mère ?» Elle me dit « bon, elle sait pas encore, tu vois. » Donc, effectivement. Donc, l'histoire a démarré voilà, grâce à cette rencontre de Vatiti et ses longs cheveux. Je me souviens qu'elle brossait comme ça sur la terrasse en mettant du Moneuil. Et ça m'a... Voilà. Qu'est-ce que tu as voulu dire à travers ce livre, en dehors justement finalement de cette mémoire, hein, de cette histoire quand tu es arrivé en Polynésie? Qu'est-ce que le livre raconte pour ceux qui nous regardent? Vas-y, on t'écoute parce que c'est ça qui nous intéressait de savoir. Les longs cheveux de Vatiti, on ne va pas dévoiler tout le mystère, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre? Alors ce qui est assez étonnant, c'est que oui, c'est une histoire de longs cheveux, mais on vend beaucoup l'image que les petites filles adorent les longs cheveux comme les princesses. Et il se trouve que Vatiti, alors oui, elle aime ses longs cheveux, mais elle se rend compte que dans la vie de tous les jours, c'est quand même pas très pratique. Donc on la voit qui passe par une série de petits accidents, donc faire du vélo avec des longs cheveux, c'est un peu la catastrophe, ça se prend dans les pédales, monter en haut des manguiers pour récolter les mangues, pareil. Et donc très vite, elle a envie de couper ses cheveux. Puis elle a une petite copine métropolitaine qui a des cheveux tout courts et elle se dit oh, qu'est-ce qu'on doit être bien avec les cheveux courts, mais elle n'ose pas demander. Et c'est vraiment aussi ça, c'est toute cette timidité d'enfant qui a envie d'être quelqu'un d'autre qui ne correspond pas forcément aux attentes de la famille et qui va, par une astuce, trouver un moyen un peu détourné et du coup un peu compliqué, mais finalement d'obtenir ce qu'elle veut, d'avoir des cheveux courts. Donc c'est aussi tout ce parcours, tu vois, quand tu tiens quelque chose, mais tu n'oses pas aller frontalement dire t'assumes en disant je veux les cheveux courts. Donc voilà, elle va trouver une astuce. Je ne sais pas si je la révèle. Il ne faut pas la révéler. Non, on va laisser le lecteur, il faut le lire. Il y a eu d'autres projets avant ce livre, puisque je sais que tu as travaillé sur de nombreuses collaborations. Oui, j'avais travaillé avec Guy sur aussi une collection de cartonnets pour les tout-petits, les raros, qui mettent en héros un petit Bernard l'Ermite. On a fait aussi une histoire inspirée de vécu d'une petite poule qui rêve de pondre des œufs en chocolat, mais ici le problème... c'est les œufs en chocolat qu'on cache traditionnellement dans le jardin en métropole. Ici, ça fond. Donc pareil, si elle se dit comment je vais faire. Donc comme ça, inspiré un peu du quotidien, d'aussi ce que découvraient mes enfants qui ont grandi en métropole. Voilà, confrontés à ici, la première chasse aux œufs qu'on a fait ici, c'était une catastrophe. Tous les œufs avaient fondu, les fourmis, voilà. Donc c'est des petites histoires comme ça qui se bâtissent avec de l'avant, du maintenant et... Alors, on a l'habitude de recevoir maintenant de nombreux auteurs dans À tout lire. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'un auteur se spécialise un petit peu. Quelle est cette vocation à faire du livre pour enfants, littérature de jeunesse? Ça te vient d'où, cette passion et cette voix? Alors tu vois, c'est drôle parce qu'au tout début, je pensais que n'écrivaient pour la jeunesse que les auteurs qui n'étaient pas capables d'écrire 400 pages. Voilà, il y avait un côté un peu déprécié de la jeunesse. Voilà, Et en fait... Ça, c'est important ce que tu es en train de dire, parce que c'est vrai que je ne l'avais jamais entendu, mais quelque part, il y avait tu penses qu'il y avait ce côté un petit peu... Je pense que la littérature jeunesse était un peu dévalorisée par rapport à la littérature, la grande littérature, les grands auteurs, les grands textes. Donc ça, c'était une idée un peu préconçue que j'avais au tout début. Quand j'ai commencé à travailler en tant qu'édition jeunesse, je me suis rendu compte qu'écrire pour la jeunesse, de même qu'illustrer pour la jeunesse,
c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai talent, c'est très particulier parce qu'il faut vraiment adapter l'histoire. Tu sais, je prenais l'image de la terre, de l'argile, il faut façonner, c'est un autre univers, c'est vraiment... voilà. Ta petite réaction ou analyse sur le fait qu'on vit dans un monde aujourd'hui tourné vers le virtuel et tout ça, est-ce que ça ne met pas en danger le monde du livre tel qu'on le connaît, ou est-ce que pour toi c'est pas du tout, c'est pas un problème et on peut finalement, d'ailleurs le livre pour enfants marche toujours aussi bien? Alors écoute, je travaille dans le commerce du livre et donc j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent toujours c'est la fin du livre, on ne va plus vendre de livres, c'est l'ère des tablettes, des machins. Et je continue par semaine à recevoir des bons de commande d'éditeurs avec des sorties. Il y a 600 livres qui sortent par semaine minimum. Donc l'édition est quand même très dynamique. Et le virtuel, je me dis, quelque part, il apporte aussi une sorte d'imaginaire. Enfin, je l'entends comme ça quand tu me dis virtuel. Donc je me dis, ça reste en phase où ça se complète, tu vois, avec le livre jeunesse. J'ai du mal à dissocier, tu vois. Je me dis qu'il y a peut-être des ponts, des liens à faire. Toi, je vois mes garçons qui jouent sur des jeux vidéo et quand ils prennent 5 minutes pour m'expliquer l'univers du jeu vidéo, je me dis, ah, mais c'est comme un roman jeunesse. Tu as des monstres, tu as des mondes obscurs, des armes, tu as des pouvoirs magiques. On retrouve beaucoup d'éléments. Voilà. Alors là, c'est mis en virtuel, en numérique, voilà. Et d'autres comme les mers australes, moi, bim, on les met en format papier. Voilà. Chacun son support d'expression, on va dire. C'est le petit moment pour nos téléspectateurs de t'écouter. Tu vas prendre ce joli livre et on va tous ensemble écouter de ta voix ce conte, en tout cas polynésien, sur Watiti. Alors, les longs cheveux de Watiti. Watiti a de longs cheveux, de très longs et de très beaux cheveux. Maman, papi, mamie, papa et même ses copines de classe lui répètent « Waouh, Watiti, que tes cheveux sont beaux, que tes cheveux sont longs !» Et à chaque fois, Watiti bougonne sans que personne ne l'entende. C'est fiou, les cheveux longs. Chaque matin, avant d'aller à l'école, pendant que le café sifflote, maman démêle, peigne, brosse, lustre les cheveux de Watiti. Mamie y ajoute quelques gouttes de Moneuil, papa y dépose un baiser et papy y pique de jolies fleurs d'hibiscus. Quand Watiti est prête à partir, toute la famille lui recommande de surtout faire bien attention à ses beaux cheveux. Et à chaque fois, Watiti hausse les épaules et soupire sans que personne ne l'entende. C'est fiou les cheveux longs. Quelle tristesse pour les lecteurs de ne pas avoir Virginie pour raconter l'histoire. C'est un beau moment. En tout cas, moi, je suis retombé en enfance. J'espère que vous aussi. En tout cas, nous retrouverons d'autres auteurs, d'autres personnalités dans une prochaine émission de À tout lire.